Quelles sont les opportunités sur la bourse française en ce mois de juillet 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, il y a encore beaucoup de gens qui regardent la chaîne sans être abonnés. Merci, ça m'aidera à faire connaître mon travail. Activez la cloche et on commence tout de suite avec la, la continuation de notre revue des actions françaises. Donc, je vous renvoie aux précédentes vidéos pour tout ce qui est au-dessus dans cette liste. Là, on va partir de Aéroport de Paris, Klépierre, Alstom, Getlink, Ipsen, Carrefour, on l'a déjà vu au-dessus, Spi, Ayvens, Sodexo et Rexel et Gecina. Je vous ai préparé une watchlist comme d'habitude. Les colonnes, on a le symbole de cotation boursière ici, les noms de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap en dollars US, on l'a pas en euros ici, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, multiple de valorisation, donc la valeur d'entreprise sur EBITDA, le ratio cours-bénéfice et le ratio cours-free cash flow, le multiple de valorisation par rapport aux actifs tangibles, s'il y a une décote par rapport aux actifs tangibles, ça va être le cas ici. On a le rendement des capitaux investis, qui est une rentabilité plutôt opérationnelle, le rendement des fonds propres, rentabilité plutôt financière, l'endettement, le levier financier en termes de tête nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement actionnaire qui inclut rachat d'actions et ou potentiel dilution, free cash flow par rapport au bénéfice net, parce qu'on va vérifier le payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices versés en dividende, mais on paye le dividende avec les free cash flow, donc il faut qu'il y ait une adéquation entre ces deux agrégats pour que ce payout ratio ait un sens. Allez, on commence avec Aéroport de Paris. Donc, on est sur le gestionnaire des aéroports de Paris. C'est de l'infrastructure. Attention que, si je ne me trompe pas, il y a l'État au capital. Donc, moi, je m'interdis d'investir dans les sociétés avec l'État au capital. Ce bémol étant souligné, la captation boursière est à 12 milliards. Donc, c'est quand même une large cap au sens européen. 5,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, ça s'est passé en 2 temps, 2020-2021, énorme crash. Et ça s'est fortement repris depuis, et ça continue bien, le trafic aérien continue de monter dans le monde, donc Aéroport de Paris en profite. Les multiples de valorisation sont très élevés, je trouve trop élevés pour ce genre de sociétés, d'infrastructures. Après, on a la visibilité évidemment sur les cash flows, mais bon, on est à 13 en VE sur EBITDA, 35 en PE, 24,7 en passif cash flow, 25 on va dire. Bon, c'est une société mature, il vaut mieux regarder les free cash flow plutôt que les bénéfices nets, puisqu'elle n'a plus besoin de réinvestir de free cash flow dans la croissance, vu qu'il n'y en a pas énormément. Donc, on va dire que c'est un peu chèrement valorisé pour le type de société que c'est. On va dire qu'au-delà de 12 pour ce genre de boîte, au-delà de 15 en price free cash flow, c'est un peu cher quand même. On a une rentabilité qui est plutôt faible, mais ça, oui, regardez, à mon avis, le rendement des fonds propres, vous voyez, c'est de l'infrastructure, il y a beaucoup de dettes, beaucoup. Pour l'infrastructure, c'est raisonnable, on peut aller jusqu'à 5 sans problème. Donc ici, on a 4,3, ce qui est soutenable à mon avis. En infrastructure, on peut s'endetter à des taux d'intérêt préférentiels. Donc, c'est pour ça que la dette peut aller un peu plus haut que sur les sociétés traditionnelles. Et par contre, avec cet endettement, on a vraiment des fonds propres qui est seulement 9,6%. C'est pas extraordinaire. Bon, allez, il faut que ça soit un minimum à 10, mais on pourrait quand même espérer du 12-13% de rendement des fonds propres avec autant de levier. C'est pas le cas ici, donc je suis pas sûr de la qualité de ce dossier quand même. 2,8% de rendement du dividende, c'est correct sans être incroyable, surtout pour ce type de business. 3,2% de rendement d'actionnaire. Donc, il y a des actions qui sont rachetées. Est-ce qu'elles sont annulées, ce qui est relu les actionnaires, ou est-ce qu'elles sont données aux salariés, ce qui est plutôt neutre? Donc, il faut regarder ça. Et on a un payout ratio qui est à 110%. Attention, mais les free cash flow sont payés avec les bénéfices nets. On est en dessous de 100%, mais à mon avis, on reverse quand même une énorme part du free cash flow. Après, je pense que c'est normal, vu qu'il n'y a pas forcément besoin d'utiliser, il n'y a pas forcément d'autres utilisations de ces free cash flow. Bon, Aéroport de Paris, je trouve ça un peu cher pour la qualité que c'est à l'heure actuelle. Ensuite, on est sur Klépierre. Donc, eux, c'est le concurrent de Unibail. Ils font du centre commercial. Les rates, donc c'est l'immobilier, c'est pas du tout un secteur que je trouve intéressant, mais c'est mon avis personnel. On est sur 11 milliards de market cap. Pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, mais pareil, il y a eu le crash de 2020-2021, puis ça se reprend depuis. Un type de valorisation, en VE sur EBITDA, on est cher, élevé, 19,5, c'est quand même très cher, mais d'une part, il y a beaucoup de dettes, d'autre part, c'est à mon avis une société qui passe beaucoup d'amortissement. Donc les rates, ça s'analyse un peu différemment de sociétés traditionnelles. C'est pas mon point fort. Ce que je note, c'est qu'en PE et en price free cash flow, c'est pas très cher. On n'a pas de décote sur actifs tangibles, malheureusement. Ça, on aimerait l'avoir. Sur les rates, ça apporte une marge de sécurité supplémentaire. Il faut regarder plutôt en rendement des fonds propres, le rendement financier. Il y a beaucoup de dettes, évidemment. Mais là, c'est pareil. Tout ce qui est immobilier, on peut s'endetter
à pas cher puisqu'on a du collatéral. Donc 12, ça me semble convenable, hein, comme, niveau de rentabilité, en rendement des fonds propres. 5,6% de rendement du dividende, ça c'est intéressant quand même. 4,5 en rendement de l'actionnaire. Est-ce que les actions qui sont remises en circulation sortent de l'autocontrôle ou est-ce qu'elles sont nouvellement créées? Il faut regarder. Le second cas, ben, ça dilue les actionnaires, donc c'est moins intéressant. On a un payout ratio à 44%, free cash flow un peu plus bas que les bénéfices nets. On doit être à 55-60% de payout ratio, donc c'est soutenable à ce niveau. Maintenant, il faut connaître un peu les rates, il faut plus s'y intéresser. Voilà, je suis pas très friand d'immobilier en règle générale. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des portefeuilles d'investissement passifs et performants, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran et on va continuer avec Alstom, donc le leader français, voire européen on va dire des wagons, de tout ce qui est train. On est sur 10 milliards de market cap, quand même une large cap, 18% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors il faut voir ce qui se cache derrière cela. Je pense qu'il y a quand même de la croissance externe, hein, sur Alstom. J'ai pas suivi le dossier en détail, hein, si vous savez, mettez-moi ça en commentaire. Mais on n'est pas sur une croissance organique à ce niveau-là, je pense quand même, hein. En termes de VE sur EBITDA, on a 7,3. Donc on est presque value. Il y a un problème sur les bénéfices, ils sont très bas. Ça, c'est pas très grave, à la limite. Peut-être qu'on a justement passé des provisions ou des dépréciations d'amortissement énormes. Et puis on voit que les free cash flows sont quand même assez élevés comparé aux bénéfices nets. Donc voilà, c'est à mon avis, il vaut mieux tenir compte du price to free cash flow et de la VE sur EBITDA. Les deux sont pas très chers, je trouve. Donc, pas très cher. En price to free cash flow, j'aimerais qu'on soit en dessous de 15 pour Alstom quand même. Là, ça, ce multiple-là un peu cher, mais en VE sur EBITDA, on n'est pas très cher. 3,2 en moins les capitaux investis. La qualité est très médiocre, hein, sur ce dossier. Donc, pas terrible. 0,8 fois les EBITDA en dette nette. On a pas trop de dettes. Pas de dividendes versés. Une dilution énorme sur les 12 derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une augmentation de capital, j'en suis quasiment sûr. Je pense qu'il y a eu une augmentation de capital et c'est pour ça qu'on se trouve à moins 18% en rendement de l'actionnaire. Bon, payout ratio soutenable, mais en fait, on ne verse pas de dividendes. Bon. Pas intéressant pour moi, Alstom, hein. C'est encore trop spéculatif. C'est mal géré. Il faut qu'ils améliorent la gestion avant qu'on puisse revenir là-dessus. Et si c'était un dossier plus deep value, on va dire, une boîte qui ne marche pas, mais il faudrait qu'il y ait une décote sur actifs tangibles. Alors, il y en a peut-être. Il faudrait regarder en détail. Ouais, c'est pas assez décoté pour que ça soit intéressant d'un point de vue value et c'est pas assez qualitatif pour que ça soit intéressant d'un point de vue croissance. Donc plutôt à l'écart. Ensuite, Getlink. Donc là, on est aussi sur de l'infrastructure. C'est les gestionnaires du tunnel sous la Manche, l'ancien Eurotunnel. On est sur 10 milliards de market cap, 8,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors, c'est possible que ce soit de la croissance organique, hein, parce que le trafic il y a eu une bonne reprise post 2020-2021. Mais bon, il faut regarder. Est-ce qu'ils ont fait des acquisitions? C'est très cher. C'est très cher. En VE sur EBITDA, on a 17,6. En PE, bien que ce ne soit pas les PE qu'il faille regarder, on a 32. 14 en price free cash flow, donc c'est plutôt cet agrégat qu'il faut regarder, hein, parce que c'est une boîte qui dégage du free cash flow. Ouais, c'est un peu cher payé quand même, hein, pour une boîte qui est, voilà, bon allez, on va dire elle est assez qualitative. Il faut mieux regarder le rendement des fonds propres, parce qu'on a beaucoup de dettes également, hein, 5 fois les EBITDA en dette nette. C'est très endetté, c'est normal, c'est de l'infrastructure, on peut aller jusqu'à ce niveau-là sans problème. 12,8 en rendement des fonds propres, oui, ça c'est plutôt pas mal, hein. 3,6 en rendement du dividende, ok, niveau de rémunération correct, mais pour l'infrastructure, on pouvait avoir ça moins cher, hein. Donc en fait, c'est une genre de boîte qu'il faut avoir à 5% de rendement de dividende, donc, et ça serait plutôt pas via une augmentation du payout ratio qui est déjà élevé, même si les free cash flow sont plus élevés, 2 fois plus élevés que les bénéfices nets, mais ça serait via on va dire une dépréciation un peu du multiple, un dégonflement du multiple, une dépréciation du cours, pardon. Ça devrait permettre comme ça d'avoir du 5%. Donc là, pour l'instant, Getlink, à mon avis, c'est un peu cher. Ipsen, on est sur un laboratoire pharmaceutique. Donc attention, laboratoire pharmaceutique, bien avoir en tête les risques qui sont spécifiques à cette industrie, notamment les risques de procès. Donc ils passent des provisions pour les procès. Il faut regarder si ça impacte, quelle est la fréquence, on va dire, des procès sur ce genre d'entreprise. 10 milliards de dollars de market cap, c'est quand même une large cap maintenant. 5,9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, c'est pas mal, hein. Une bonne croissance. Est-ce qu'il y a des acquisitions? Je pense qu'ils font de l'externe aussi, hein, Ipsen. On est à 7,7 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. 27,5 en PE, 13 en price to free cash flow. J'aurais tendance à dire, je pense qu'on est plutôt sur une boîte qui dégage des free cash flow, vu qu'on est sur un business qui est assez mature. Donc le multiple de PE, il n'est pas très intéressant. Il faut regarder le multiple de price to free cash flow. 13, c'est quand même raisonnable, on va dire. Un VE sur EBITDA, 7,7, c'est aussi raisonnable, hein. Vous avez une bonne avant rendement des capitaux investis, hein. 16,5, c'est pas mal, hein, quand même. Cash net sur le dossier.
Donc, faut voir qu'est-ce qu'ils font de ce cash. Est-ce qu'ils prévoient de faire des acquisitions? Est-ce qu'ils vont le rendre aux actionnaires? Est-ce qu'ils versent des dividendes intéressants? Parce que, là, plutôt pas mal, hein, ce dossier. On est sur 1,4 rendement du dividende. Ils sont un peu radins quand même, hein. Il y a un PE ratio à 28. Vous avez des free cash flow au double des bénéfices nets et vous versez que ça. C'est pas très généreux, hein, donc et éventuellement, ils pourraient faire des rachats d'actions. Donc, Ipsen, c'est intéressant à ce niveau si vous pouvez investir dans les pharmaceutiques, mais ils sont un peu radins avec l'actionnaire. Autrement, c'est intéressant, je pense. Alors SPI, on est sur du multiservice aux entreprises, donc tout ce qui est gestion, alors je ne connais pas en détail leur activité, hein, mais de mémoire, ça va être, gestion de l'électricité des bâtiments, gestion, de la climatisation, gestion de, ils travaillent aussi dans le nucléaire, donc c'est multiservice. 9 milliards de market cap, 7,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a toujours un bon rythme de croissance. À mon avis, avec de la croissance externe également, hein. On a 11 en VE sur EBITDA, 33 en PE, 10,8 en price to free cash flow. Donc c'est plutôt le multiple de price to free cash flow également qu'il faut regarder, hein, sur une boîte qui atteint la maturité. C'est pas hyper cher, mais c'est pas non plus value, hein. 10,3 rendement des capitaux investis, bonne rentabilité. Je pense que c'est pas très intensif en capital aussi, hein. C'est pour ça que ça explique qu'il y a une rentabilité assez élevée. 1,5 en termes de dette nette sur EBITDA, pas trop de dette. Donc ça c'est bien, elle doit monter à chaque fois qu'ils font des acquisitions. On est à 2,1% de rendement du dividende, mais c'est un peu neutralisé par des actions qui sont mises en circulation. Est-ce que ce sont des nouvelles actions? Si c'est le cas, ça dilue l'actionnaire, donc c'est un peu moins intéressant. On est sur un PE ratio qui est bien moins élevé que ce qui est indiqué ici, puisqu'on a des free cash flow qui sont triples des bénéfices nets, quasiment. Donc, pas mal, hein. SPI, c'est un dossier intéressant aussi, hein, à regarder. C'est plutôt croissance à prix raisonnable, on va dire. Donc, intéressant aussi. Ayvens, donc ça, c'est la filiale de la Société Générale spécialisée dans la location de véhicules. On a anciennement appelé ALD. Ils ont fait un renaming après avoir fusionné avec LeasePlan, qui est une société néerlandaise qui fait la même activité, hein. Elle a eu un boom, cette société, à cause de la pénurie de semi-conducteurs qui a fait que les voitures neuves étaient en pénurie. Et donc, les prix des voitures d'occasion a monté en flèche. Et donc, les locataires, les loueurs de voitures, eh ben, ils louent la voiture. Il y a une durée de vie utile du véhicule. Et puis après, ils le revendent. Il y a une valeur résiduelle. Donc, ils revendent la voiture sur le marché de l'occasion. Et donc, ils empochent de l'argent en plus. Donc, il y a eu un boom, on va dire, plutôt 2021, 2022, 2023. La fusion avec LeasePlan a englouti énormément de capitaux. Cette croissance ici, elle a inclus justement la fusion avec LeasePlan. On est à 9 milliards de dollars de market cap. Voilà, les multiples sont quand même 17 en VE sur EBITDA, 15 en PE, 17 en price to cash flow. C'est quand même assez élevé. On a une rentabilité qui est médiocre. Parce que regardez la dette. 14,8 en termes de dette nette sur EBITDA. Alors c'est une dette un peu spéciale, je pense. C'est une dette qui est collatéralisée avec les véhicules d'occasion. Donc, j'imagine qu'en réalité, on n'a pas ce niveau de dette-là, mais on a quand même en face de nous un leverage important. Et malgré cela, vous avez un rendement des fonds propres qui est nul. 6,3 en rendement des fonds propres avec autant de dettes. Là, ça me pose question, hein. Ce dossier est, à mon avis, d'assez mauvaise qualité. Maintenant, les gens sont attirés par le dividende, hein, qui est quasiment à 4%, avec un rendement d'actionnaire à 5,2%. Donc en plus, ils font des rachats d'actions. Bon, vous avez des free cash flow quand même. Donc le payout ratio est à 70-75%. C'est intéressant, c'est soutenable, on va dire. Mais le dossier, pour moi, n'est pas assez qualitatif et trop cher pour que ça soit intéressant. Donc plutôt à mettre de côté, hein, Events. Alors Sodexo, là, c'est plutôt l'histoire d'un retour en grâce, on va dire une recovery. Ils sont spécialisés dans la restauration collective. 9 milliards de dollars de market cap, 1,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il n'y a pas beaucoup de croissance, c'est très 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 mature comme business. C'est un business de radin, et les marges sont très très faibles. Donc la gestion doit être très fine pour qu'on soit rentable, hein. Donc regardez en tête, on est à 8,7 en BE sur EBITDA, c'est pas très cher, 13 en PE, 13 en free cash flow. Honnêtement, ces multiples sont raisonnables, hein, pour une société qui est quand même large cap, on va dire que c'est un large cap, avec un rendement des capitaux investis à 7,7%. Donc c'est pas mal, hein, une bonne rentabilité opérationnelle. Bémol, c'est quand même une activité qui n'est pas intensive en capital, vu qu'en fait c'est de l'humain en réalité, hein. Et voilà, c'est l'organisation, du savoir-faire. Donc on pourrait espérer avoir une meilleure rentabilité. Maintenant, le rendement des fonds propres est élevé parce qu'il y a un peu de dette quand même, hein, 2,4 fois les EBITDA en dette nette. Donc eux, ils font de la croissance externe pour essayer de booster. Comme c'est du service, hein, il faut faire la stratégie du nénuphar, il faut aller mailler le territoire. Donc ils rachètent des petites entreprises qui font l'activité pour la consolider. Donc endettement un peu élevé quand même, mais je crois que ça baisse un petit peu sur les dernières publications, donc ça c'est pas mal. Vous voyez, 5% de rendement du dividende.
intéressant, 16 en rendement d'actionnaire. Ça, c'est colossal. Comment il y a alors, ce qui est, donc ces actions en levier, elles sont annulées. Je pense qu'il y a eu, il y a eu un dividende spécial, hein, ou, quelque chose de ce goût-là, parce qu'avoir un payout ratio à 193, ça sent le dividende spécial. À mon avis, on ne sera pas à ce niveau-là. On n'aura pas autant de rachats d'actions, ni autant de rendement du dividende sur l'année 2025 ou 2026. Parce que là, ils ont dû faire des rachats d'actions assez massifs pour soutenir le cours, ce qui marche, hein. Donc là, je pense que c'est pas trop tard pour s'intéresser à Sodexo. Maintenant, c'est pas le point bas ultime, hein, parce que je pense qu'on pouvait l'avoir à 6 ou 7 en VE sur EBITDA et profiter de l'expansion des multiples qui s'est produite derrière. Donc, ça reste intéressant quand même à ce niveau-là. Attention, enfin, creusez bien le côté rémunération d'actionnaire, hein. Je suis pas du tout sûr qu'on soit à ce niveau-là pour 2025. Et si on reste à ce niveau-là, ça va pas être soutenable longtemps, hein, vu qu'on verse deux fois plus que ce qu'on gagne. Donc, attention. Rexel, spécialiste de la distribution de matériel électrique, 9 milliards de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça, c'est plutôt de la croissance externe. 9,2 en VE sur EBITDA, c'est raisonnable. 26 en PE, ça a l'air un peu cher, mais 12 en opération free cash flow. C'est une boîte qui est maintenant mature, qui dégage des free cash flow. Elle utilise le cash qui est dégagé pour faire des acquisitions et ensuite rémunérer l'actionnaire avec les free cash flow. Donc ça reste pas très cher, je trouve, avec Sienna, c'est pas mal. On a 7,6 en rendement des capitaux investis, ce qui est correct. C'est maintenant une activité de distribution. Elle a un peu, si elle a besoin de capital, c'est les stocks en fait. Elle a un besoin en fonds de roulement qui est principalement constitué des stocks. Mais sinon, il n'y a pas de. Après, il y a les entrepôts, etc. Mais c'est pas, à mon avis, très intensif en capital. Ça mériterait d'être un peu amélioré quand même, cette rentabilité. 2,8 en termes de dette nette sur EBITDA. Donc c'est élevé, ça monte à chaque fois qu'ils font des acquisitions. Donc il faut, à mon avis, c'est très, très bien géré. Maintenant, ils ont un savoir-faire assez pointu en fusion-acquisition et ils gèrent très bien la dette. Mais ponctuellement, la dette, elle monte quand ils font des acquisitions et après, ça redescend et hop, ça remonte quand ils font des acquisitions et ainsi de suite. Bon, 4,7 en rendement du dividende, ça c'est intéressant. Vous avez 5,4 en rendement d'actionnaire. Est-ce que ces actions sont annulées? Il faut regarder ça. Payout ratio à 105%. Aïe, 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 c'est pas soutenable, mais pas en fait, en réalité, vous avez des free cash flow au double des bénéfices nets, donc c'est très soutenable cette rémunération d'actionnaire. Rexel, c'est un dossier aussi qui est intéressant à ce niveau-là. On n'est pas très cher payé pour une boîte qui est une large cap encore, on va dire, hein, on reste large cap ici. Donc moi je trouve ça pas mal comme petit dossier, hein. Ensuite, on est sur le Gecina, donc là c'est plutôt de l'immobilier de bureau, secteur sinistré, hein, en France, qui se remet à grand mal du télétravail généralisé maintenant. 8 milliards de dollars de market cap, pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, hein, la période a été compliquée. Pour les EI rates, je pense qu'on peut regarder quand même le multiple de PE, hein, on a 25 et un multiple de price free cash flow, il a 13, donc c'est ça, voilà, ça dégage du cash, hein, plutôt les rates. Donc bon, c'est pas si cher payé en termes de price free cash flow. Vous avez 30% de décote sur actifs tangibles, mais c'est normal, personne ne veut de bureau en fait. Et donc le prix d'immobilier de bureau a chuté, en flèche. Ce qui implique qu'on ait cette décote sur actifs tangibles. Quand vous regardez de l'immobilier comme ça, malheureusement, c'est pas comme quand vous regardez une boîte industrielle qui a des stocks, etc. Bon, on peut essayer d'évaluer la valeur de ses actifs. Pour de l'immobilier, là, il va falloir prendre tout le portefeuille immobilier de la boîte et regarder quelle est la valorisation dans le bilan de l'immobilier et quelle est la valeur du marché de l'immobilier. Et si ça se trouve, vous n'avez pas de décote sur actifs tangibles quand vous faites ce travail-là. Donc c'est pour ça que compliqué à analyser, à mon avis, les rates. 3% de rendement des fonds propres, c'est médiocre, hein, vu le niveau de dette, hein. Alors on peut s'endetter à ce niveau-là sans problème, hein, sur les rates, aucun problème. Mais dégager si peu de rentabilité avec ce niveau d'endettement, moi je trouve ça médiocre. Vous avez un rendement du dividende qui a 6% avec des free cash flow au double des bénéfices nets, donc c'est soutenable. Bon, pareil, hein, l'immobilier de bureau, à mon avis, il vaut mieux éviter en ce moment. C'est compliqué avec les nouvelles tendances du télétravail. Trop compliqué à mon avis, donc plutôt à l'écart. Qu'est-ce que je garderai dans cette liste? Il n'y a pas de dossier vraiment value, à mon sens. Donc, moi, je suis un investisseur value en stock picking. Donc, Alstom, pour moi, ça ne rentre pas dans du value. Ipsen, bon, je suis à l'écart plutôt des pharmaceutiques. Alors, on va dire, si on regarde de la croissance à prix raisonnable, on peut aller sur du Ipsen. Ça a l'air pas mal, mais attention aux pharmaceutiques. On peut aller sur SPI. On peut aller sur Rexel, qui est pas mal, je trouve. Et Sodexo, pourquoi pas? C'est pas une histoire de croissance, hein, Sodexo, c'est une histoire de recovery plutôt, qui se regarde. Donc, il y a quand même 4 dossiers, à mon avis, qui peuvent être intéressants à ce niveau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.